Je vais donc appeler maintenant Monsieur Charles Cour, l'ambulatoire en chirurgie du rachis. Mon cher Charles. Il y a une flèche là ? D'accord, la flèche. D'accord. Merci Monsieur le Président, Messieurs les académiciens, mes chers collègues. C'est un grand honneur d'être aujourd'hui ici pour faire cette présentation, en particulier devant un certain nombre de mes maîtres ici présents. Je voudrais associer à cette communication le docteur Molina, qui est chirurgien orthopédiste dans le service et qui est responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire de Bicêtre et coordinatrice de ce bloc, ainsi que l'équipe de rééducation et de l'unité de chirurgie ambulatoire. Alors, pourquoi faire de l'ambulatoire en chirurgie du rachis? Alors on peut regarder les choses de deux façons, soit la bouteille à moitié vide, soit à moitié pleine. Si on la regarde à moitié vide, on peut se dire que c'est pour répondre à des injonctions de nos instances, des GOS, ministères, établissements de santé, voire une pression médiatique, avec tout cela derrière une volonté de diminuer le nombre de lits d'hospitalisation. On peut se dire aussi que c'est pour rattraper le retard français en Europe, et puis aussi, finalement, augmenter de façon disproportionnée peut-être le risque médico-légal lié à nos pratiques. Alors si on regarde la bouteille à moitié pleine, ce qui est plutôt mon cas, parce que j'aime bien finir les bouteilles plutôt que les regarder vides, à moitié vide, donc on peut se dire aussi que c'est répondre à un certain réalisme économique dont nous sommes tous les acteurs, aussi un souci d'améliorer nos pratiques, un souci peut-être d'excellence, une recherche d'amélioration de nos techniques organisationnelles et au final quand même améliorer la prise en charge de nos patients et diminuer les complications. Alors il y a un certain nombre de barrières à la prise en charge de la chirurgie du rachis en ambulatoire, d'abord psychologiques, qui vont concerner le patient et les familles et le chirurgien. C'est une chirurgie, on va dire, anxiogène, le dos, la chirurgie du dos a une mauvaise réputation, on a peur de la douleur, peur des complications, en particulier de la paralysie, c'est ce que nous disent souvent nos patients. Et puis, nos compatriotes ont peut-être un certain confort, habitués à un certain confort dans la prise en charge de leur santé et préfèrent passer quelques jours à l'hôpital, nourris, logés, blanchis. Pour le chirurgien aussi, il y a des craintes, c'est celle de ne pas pouvoir surveiller son patient et derrière avoir une complication qui a des retombées médico-légales qui peuvent être très importantes. Il y a des freins organisationnels. Il faut bien sûr que le patient soit entouré à son domicile, et puis il faut mettre en place un chemin clinique, un parcours de soins, c'est des mots un petit peu à la mode, mais nécessaires. Les raisons financières, les barrières financières, elles ont disparu en mars 2013 avec la disparition des bornes basses. En revanche, la prise en charge préopératoire et tout ce chemin clinique que l'on met en place n'est absolument pas valorisé sur le plan financier. Et pourtant, il y a des facteurs favorables pour réaliser des dissectomies en ambulatoire, à peu près 60 000 interventions en France par an, une DMS nationale de plus de 4 jours, donc vous voyez le gain d'hospitalisation que cela représente. Et puis, ce sont des patients éligibles, puisqu'ils sont en général jeunes, la moyenne d'âge c'est 40 ans, en bonne santé, ils sont motivés en général pour retourner à la vie active, ils ont un entourage familial, ils ne sont pas socialement isolés. Et si on regarde la littérature, les premiers essais ont été en 87 aux USA, l'essor réel a été en 94 aux USA avec un certain nombre de publications. Et si on regarde l'ATI en 2013, 44 chirurgies ambulatoires en France, de dissectomie en ambulatoire. Et si vous regardez les chiffres en bas, moins de 1% de la chirurgie du rachis est faite en ambulatoire, 0,6% exactement. La littérature nous montre que les résultats cliniques sont les mêmes si vous faites en chirurgie ambulatoire ou en chirurgie conventionnelle, avec un taux élevé de satisfaction de nos patients. Et ce qui inquiète le plus nos patients et ce dont ils attendent le plus, ce sont des informations sur la récupération et sur la douleur post-opératoire. Il n'y a aucune complication rapportée liée au caractère ambulatoire de cette chirurgie et même une diminution du nombre de complications si on s'en réfère à cette étude de 2013 sur 4000 cas où le taux de complication est de 3,5% en chirurgie ambulatoire versus 6,5% en chirurgie conventionnelle pour la dissectomie. Les facteurs de risque de complications étant l'âge, le diabète, les transfusions ou la durée opératoire. Si l'on regarde les motifs d'hospitalisation en bas de la diapo ou les motifs de réadmission, ils sont les mêmes que pour tout type de chirurgie en ambulatoire, si ce n'est la présence péropératoire d'une brèche durale qui va faire différer la sortie et garder le patient le soir même.
Alors nous avons répondu à un appel d'offres de l'ARS il y a 1 an sur les projets innovants pour avoir un petit soutien financier pour valoriser le chemin clinique. Nous avons eu un soutien de notre institution et nous avons mis en place une organisation et une formation des équipes puisque l'unité de chirurgie ambulatoire de Bicêtre concerne 7 spécialités. Donc c'était une nouvelle introduction d'une nouvelle activité. Nous avons au début testé notre parcours patient et notre prise en charge chez nos patients hospitalisés en conventionnel chez 5 patients. Alors le parcours patient, il est en 3 étapes. Premièrement, la consultation du chirurgien classique, où vous avez, pour faire le diagnostic, poser l'indication, expliquer les avantages et inconvénients. Ce qui est nouveau, c'est rechercher l'éligibilité à la dissectomie en chirurgie ambulatoire, les critères classiques de la chirurgie ambulatoire. Il faut quand même veiller à un profil psychologique, on va dire un volontarisme du patient et de sa famille. Nous avons exclu les patients ayant déficit neurologique, ou évidemment les comorbidités importantes, mais ce sont des sujets jeunes. Il faut expliquer ce parcours clinique en chirurgie ambulatoire. Et là, lorsqu'on annonce aux patients que ça va se passer sur une journée, ça passe de l'étonnement à la crainte et l'enthousiasme. Quelque part, ça démystifie un petit peu cette chirurgie qui a été quand même exposée aux patients de façon un peu dramatique par l'ensemble de l'entourage. Et donc, les patients sont quelque part assez rassurés. Et puis on remet aux patients, c'est classique, les ordonnances, en particulier leur morphinique, puisqu'ils puissent les réserver à la pharmacie près de chez eux. On leur met une pochette de parcours en ambulatoire et puis on leur donne un lien vers une vidéo que nous avons faite avec le soutien d'assistance publique et qui est sur le site de la PHP expliquant ce parcours patient. Ensuite vient la consultation d'anesthésie qui confirme l'éligibilité à l'ambulatoire et explique la prévention des douleurs. Et le 3e acteur, c'est le kinésithérapeute qui le même jour va voir le patient pour lui expliquer les suites opératoires, lui expliquer les consignes, comment il va se lever, comment il va vivre chez lui après cette opération, les consignes d'ergonomie rachidienne, et puis l'agenda de reprise de ses activités familiales, sportives. Et on leur remet un courrier, un carnet explicatif avec différents types d'explications qui viennent de chez nous ou de la Société française de chirurgie orthopédique. Alors le jour J, bien c'est classique, l'installation du patient. Il a fallu pour ça former le personnel. On a fait beaucoup de cours pour expliquer les risques de cette chirurgie. Il faut un amplificateur de bilan, de brillance, tout ça, des achats qu'il a fallu faire pour mettre en ambulatoire. Et puis nous travaillons sous une technique de microdissectomie endoscopique. On travaille à travers un canal de travail de 18 mm. Le principe est de faire à travers ce canal de travail la même chirurgie que celle que l'on fait à ciel ouvert, bien sûr. Voici le canal de travail mis en place. Et on travaille avec des loupes grossissantes, une lumière froide ou un microscope. Vous voyez la vue opératoire avec la spatule dans le disque et la vue de cette chirurgie. La rançon cicatricielle post-opératoire. Alors, ce geste chirurgical ne nécessite pas d'adaptation pour l'unité de chirurgie ambulatoire, c'est celle que l'on faisait classiquement. Elle nécessite bien sûr de maîtriser la technique, ce qui pose un problème de formation dans les CHU. Nous infiltrons les patients systématiquement à la neuropène, leur cicatrice, ce qui permet de leur donner une nuit plus sereine. Pas de drainage chirurgical, bien sûr. Le patient est levé quelques heures après son intervention. Ici, une photo prise à 13 heures, le patient opéré à 8h30. On vérifie l'examen neurologique, la reprise des mictions. Le chirurgien et l'anesthésiste revoient le patient. Il rentre vers 17h chez lui. On lui donne bien sûr un numéro d'appel en cas d'urgence. Alors, quels sont les résultats de cette prise en charge ? C'est une série mono-opérateur. Nous avons exclu toutes les sciatiques hyperalgiques ou déficitaires. Actuellement, nous avons fait une trentaine de patients, enfin 30 exactement. 10 avaient été récusés pour des raisons plutôt psychologiques ou d'entourage. Voilà, c'est classique. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons vu que nous pouvions faire des dissectomies à 2 étages chez le patient. Comme nous avons commencé des recalibrages unilatérales, voilà la durée moyenne d'intervention et le taux d'occupation de la salle. Nous n'avons eu aucune complication à ce jour. Seule première patiente a dû être hospitalisée le soir même car elle a eu un vertige au moment de monter dans l'ambulance pour rentrer chez elle. Il s'agissait du 2e lever. Et puis une des aides-soignantes a eu une phrase magique en disant « Vous savez, c'est la première fois que nous faisons ça ». Donc ça a été le psychodrame. La maman nous a appelés en urgence, donc nous l'avons hospitalisée une nuit et tout s'est bien passé. Elle est sortie le lendemain et elle allait très bien.
Alors tous les patients ont eu l'appel du lendemain, fait par l'interne qui est au bloc avec moi. Voilà, on vérifie le VA lombaire radiculaire, on note une note globale de la prise en charge et puis les items classiques. Si on regarde les résultats, donc un score de satisfaction qui est très élevé, ce qui nous a même surpris. 3/4 des patients avec quelques douleurs au niveau de la gorge. Le VA lombaire est très basse, 1 à 3, le VA radiculaire est quasi nul. Nous n'avons eu aucun appel à l'équipe de garde, ni au médecin référent, pas de retour aux urgences. Et tous les patients conseilleraient à un ami ou un membre de sa famille de se faire opérer de la sorte. Et ils estiment tous que c'est important de voir le kiné en préopératoire, ça les a beaucoup rassurés. Nous avons fait aussi une enquête auprès de notre personnel, de l'UCA, puisque c'était une nouvelle technique. Donc 12 sur 14 ont répondu. Ils ont trouvé qu'ils avaient été bien formés. Certains étaient un peu inquiets avant le démarrage, et puis impatients. Et finalement, ils ont tous été assez contents. 2 seraient un petit peu réfractaires à se faire opérer en ambulatoire, mais ils voudraient voir un patient, et donc on va le faire pour les convaincre. Alors on pousse un petit peu plus loin désormais les indications. Aujourd'hui, on fait des recalibrages unilatérales, voilà, c'est décompression unilatérale. On fait aussi des ablations de kystes articulaires, donc toujours selon la même technique du tube. Nous avons démarré aussi l'ablation des matériels d'ostéosynthèse du rachis que nous mettons en percutané. Eh bien, on les met en percutané. Pour les retirer, il suffit de faire des petites incisions. Ça aussi, c'est éligible à ambulatoire facilement. Alors, d'autres actes sont réalisables et nous y songeons. Les reprises de hernie discale, les récidives, les recalibrages canalaires pour des sténoses lombaires à un niveau. Donc la technique du tube, nous l'utilisons actuellement pour faire des recalibrages bilatérales par un abord unilatéral en inclinant le tube. Voilà la vue préopératoire et post-opératoire. Ça aussi, à un niveau, nous pensons que nous allons le faire bientôt en chirurgie ambulatoire. Les kyphoplasties, cimentoplasties, expansion vertébrale, tous ces systèmes peuvent être faits en ambulatoire, bien sûr. Le problème, c'est la mise en place, parce que c'est un petit peu compliqué, puisque souvent ce sont des fractures. Donc c'est une organisation un peu plus complexe, mais qui sont tout à fait éligibles à l'ambulatoire. Alors, dernier chapitre, ce sont les hernies discales cervicales. Elles ont été commencées en 1996 aux USA. Vous savez qu'après une dissectomie cervicale, il faut faire une arthrodèse ou une prothèse cervicale. Le risque principal, c'est l'hématome cervical compressif. Les études, comme celle-ci, sur plus de 1000 patients, montrent que c'est 2,4% de complications. Elles apparaissent dans les 6 heures. Les séries actuellement comparatives montrent qu'il n'y a pas eu dans la littérature de mortalité ou d'hématome suffocant sur les prises en charge en ambulatoire de ces dissectomies, avec des taux de complications équivalents entre la chirurgie en ambulatoire et la chirurgie classique. À ce jour, nous n'avons pas encore fait cette procédure, mais je pense que nous pourrons la faire pour un niveau. Autre exemple de peut-être pouvoir faire des arthrodèses mini-invasives par voie postérieure en chirurgie ambulatoire. Actuellement, on les fait en percutané par des petites incisions. On peut faire des décompressions, des cages intersomatiques, des ostéosynthèses par des petites incisions et probablement nous pourrons les faire en chirurgie ambulatoire. Alors pour conclure, nous trouvons que ces premiers résultats sont très encourageants. Les clés, si on peut les sortir de la réussite, c'est l'anticipation, l'organisation et de mettre en place un chemin clinique irréprochable, informer le patient et sa famille, former les équipes sur l'installation, la surveillance, le lever, afin qu'ils soient performants et moins inquiets. Il faut bien sûr maîtriser le geste technique, ce qui pose un problème de formation. C'est un travail d'équipe et c'est pour ça que j'associe toute l'équipe, parce que sans eux et sans leur motivation, cette nouvelle prise en charge n'aurait pas pu avoir lieu. Et nous songeons à avoir bientôt une infirmière dédiée de coordination de l'UCA pour expliquer toute cette prise en charge et l'organisation. Alors il reste quand même encore des beaux jours pour la chirurgie conventionnelle et nous sommes bien sûr loin de faire cette chirurgie en ambulatoire. Je vous remercie. Merci infiniment Charles et j'appelle donc comme commentateur Jean Dubousset, mon cher Jean. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez choisi le bon discuteur pour cette chirurgie, car je n'ai jamais fait de chirurgie du rachis en ambulatoire.
Mais j'ai fait des plâtres en ambulatoire. Et même des plâtres sans anesthésie en ambulatoire. Et je dois rappeler que quand on fait un plâtre correcteur de syphose en ambulatoire et qu'on le renvoie chez lui, on risque sa mort, comme cela a été publié par compression du duodénum, casse syndrome. Donc l'ambulatoire, oui, très bien, tu nous as convaincus, Charles, où tu étais là. Bien sûr, ça tu nous as bien convaincus pour ça. Et donc, pour moi, si je retiens 3 mots qui sont fondamentaux, mais tu ne vas pas me contredire, indication, on ne peut pas le faire à tout le monde. Deuxièmement, information, et c'est le plus important, à mon avis. Et puis, organisation. Et alors, ce que je voudrais savoir, c'est si les pouvoirs publics ont fait une étude financière sur le coût, avec tous ces gens que tu nous as montrés pour. Et voilà. Alors, je n'ai pas de réponse, bien entendu, peut-être que tu l'as. Deuxième, donc, réflexion. J'ai pas beaucoup de soucis pour le préopératoire. Même pas pour le père opératoire, puisque c'est toi qui décides. Et est-ce qu'il t'est arrivé, dans un malade que tu avais élu pour faire un ambulatoire, de décider dans ton opération, non, celui-là, je ne vais pas le laisser sortir. Je voudrais d'abord savoir ça, si tu as pu. Deuxièmement, je voulais savoir, bien entendu, tu l'as dit, on ne doit pas obliger quelqu'un à prendre. Si le gars dit, pour des raisons qui sont purement psychologiques peut-être, je ne veux pas de l'ambulatoire, tu ne vas pas le forcer à le faire. Ça, je pense que tu es d'accord. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est s'il y a un saignement post-opératoire. Ça peut arriver. Tu finis ton intervention dans le tube, tout est propre, tout est beau, tout est ça, et puis il va se produire un hématome. Tu vas le voir avant qu'il sorte? C'est toi qui vas le voir avant qu'il sorte, ou est-ce que c'est une infirmière, un interne, etc. Il me semble que c'est le chirurgien qui doit voir le show, me semble-t-il, pour faire ça. Et alors, je vois que tu les laisses sortir tranquilles. De temps en temps, il y a certains patients, tu leur mets pas un petit corset pour être plus tranquille, ou etc. C'est des jeunes que tu opères, bien sûr, bien sûr. Et alors, tu nous as montré, et moi, c'est sur ça que ça doit se jouer, l'ambulatoire, c'est le pourcentage de patients qui auront été obligés d'être réhospitalisés pour une question ou pour une autre. Mais je ne veux pas tenir le discours plus longtemps, parce que, comme tu as vu, je n'ai aucune expérience de cette chose-là. Et dans la salle, je vois certaines personnes qui doivent avoir l'expérience dans la chirurgie du rachis. Merci infiniment, mon cher Jean, de cette intervention très percutante et pertinente. Merci beaucoup. La parole est à la défense. Oh, je ne me sens pas du tout attaqué. Donc, en ce qui concerne la surveillance, effectivement, c'est le chirurgien qui voit son patient le soir pour contrôle avant le départ, et on vérifie localement qu'il n'y a pas d'hématome. A priori, les hématomes, ils se produisent dans les premières heures. Donc, si on garde le patient 6 heures de surveillance, a priori, on est à l'abri. À ce jour, j'en ai pas eu, mais voilà, ça peut arriver, bien sûr. S'il y a un saignement un peu important, on peut mettre un hémostatique local. Aujourd'hui, on a des produits hémostatiques qui peuvent aider. Toi, tu t'en aperçois pendant l'intervention. Oui, à ce moment-là, on met un hémostatique, on vérifie l'hémostase. À ce jour, je n'ai pas eu à garder un patient le soir. À mon avis, la seule, c'est en cas de douleur importante ou si j'avais une brèche durale. Pour l'instant, j'en ai pas encore faite, mais ça viendra forcément. C'est obligatoire, la statistique. Donc on le garde. Mais pour l'instant, aucun des patients que j'ai opérés en ambulatoire n'a pas pu sortir le premier soir, sauf cette jeune fille, la première, qui fait un petit malaise vagal. Mais j'ai une deuxième petite inquiétude que je ne t'ai pas dit pour le post-opératoire, c'est les phénomènes douloureux. Qui est-ce qui les gère?
C'est le papier que tu lui as dit, vous prendrez une pilule de machin, les morphiniques et tout ça. Comment ça se gère, ça? Parce que ça me paraît être la chose la plus importante, le post-opératoire. Alors, la gestion, donc c'est comme pour toutes les chirurgies ambulatoires, on donne toutes les antalgiques avant les ordonnances. Donc il y a un protocole qu'on a mis en point avec nos anesthésistes. La découverte, ça a été effectivement quand on appelle les patients, ils n'ont pas eu mal la nuit. Alors il y a l'infiltration locale qui, à mon avis, leur fait passer une bonne nuit. Et quand on les revoit à distance, que je les revois tous, ils ont tous passé, ils n'ont pas eu appel à leur médecin pour les antalgiques. Donc ce qu'on leur prescrit comme antalgique était suffisant. C'est pour une nuit et après on leur donne des antalgiques pour 15 jours. À 15 jours. Ah, oui. Ils ont 15 jours de morphinique. Alors après, s'ils vont bien, ils ne les prennent pas. Et puis le médecin traitant, si besoin. Il prend le relais. Mais bon, pour l'instant, la douleur, c'était notre inquiétude, ça s'est bien passé. Oui, on va ouvrir la discussion. Alors, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. Voilà, monsieur, puis monsieur. Alors, on m'a passé le micro, Christian Mazel, Paris. Merci pour cette jolie communication que j'avais déjà un petit peu vue. Je crois que c'est effectivement l'avenir pour des patients, comme tu l'as très bien dit, sélectionnés. L'élément qui m'inquiète un tout petit peu, c'est effectivement l'extension de l'indication. Car du moment où tu commences à couper l'os, on sait qu'on peut avoir effectivement des saignements. Tu parlais de greffe osseuse tout à l'heure, la décortication. Et c'est vrai que l'hématome post-opératoire, c'est vraiment la vraie complication de la chirurgie du rachis. Donc, forcément, ça arrivera, malheureusement, je dirais. À ce moment-là, est-ce que tu penses que la distance entre le lieu de résidence du patient et l'hôpital va devenir un point important? Ce sera ma première question. La deuxième, c'est effectivement la douleur post-opératoire avec ce problème qui est celui du circuit de patients, du circuit de soins, et le nombre de généralistes qui aujourd'hui disent « Oula, trop compliqué pour moi, vous retournez voir votre chirurgien ». Et ça, malheureusement, c'est un point où on n'a aucune action possible. Alors je voudrais que tu commentes ces deux éléments. Charles. Donc sur le deuxième point, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que les médecins traitants ne souhaitent pas être dans le circuit de l'ambulatoire parce que c'est pour eux, comme tu dis, ils ne sont pas assez nombreux. C'est une surcharge de travail. Donc ils ne sont pas dans le circuit, ils ne veulent pas l'être. Donc effectivement, le risque, c'est que les patients reviennent aux urgences, reviennent en consultation. Bon, voilà, il faut l'accepter, mais il faut en avoir conscience. Et les patients, ils ont notre numéro, ils ont le numéro du chirurgien de garde, ils ont notre numéro pour nous rappeler et revenir. Et ils sont toujours, de toute façon, dans les critères, il faut qu'ils soient près d'un centre hospitalier, à moins de 70 km d'un centre hospitalier. Hein, c'est ça ? 50, enfin, ou 70. Et de la première... Voilà, 50 km, voilà. 50 km la distance. D'un centre hospitalier, pas forcément du mien, d'un centre hospitalier, c'est la réglementation. Ah oui, il y en a qui viennent de plus loin pour l'instant. Hein. Et pour la première question, là, quand on commence à grignoter l'os. Alors oui, je l'ai pas fait encore. C'est des perspectives, il faut toujours être un petit peu, voir si on va un peu plus loin. Les recalibrages unilatérales, donc les décompressions du récessus, ça j'en ai fait 3-4 pour l'instant et ça s'est bien passé. Alors peut-être que les hémostatiques locaux maintenant sont assez efficaces, hein, on a des produits assez efficaces, peut-être qu'il faut s'en servir. Monsieur Triboulet. Oui. Alors pour l'ambulatoire, je vous félicite, bien entendu, on a suivi toutes ces évolutions, ces innovations dans votre discipline, dans les autres. Je voudrais dire que l'AFCA, que je présidais il y a quelque temps, a été à l'origine de la suppression des bords de base pour une bonne partie des indications. On a quand même fait quelque chose depuis une dizaine d'années. Et je voudrais compléter simplement, parce que j'ai presque la réponse, vous l'avez donnée. Ce qui est très important, c'est le suivi. Et il ne faut absolument pas reporter sur le médecin traitant la responsabilité de la surveillance. Ça, c'est un rejet total de leur part. C'est une crainte des patients. Et c'est pour ça que, comme vous, nous donnons, pour les gestes un peu sophistiqués quand même, notre numéro de téléphone, personnel, ne pas en abuser bien entendu, et puis on leur téléphone nous pour ces gestes un peu plus spécifiques le soir même.
le soir même et le lendemain. Le lendemain, c'est fait par l'équipe et le soir même par l'opérateur. Et puis enfin, dernière précision, il n'y a pas de recommandation de distance. C'est terminé, ça a été supprimé des recommandations de la SFAR, les dernières modifications de la SFAR. Mais il faut une convention avec un organisme ou un hôpital ou une clinique qui est d'accord avec vous sur un protocole donné pour accepter le malade s'il y avait une complication. Et ça, c'est pas fréquent. Parce que moi, mes copains du privé, ils ont pas envie du tout d'avoir mes complications après une chirurgie du reflux ou autre en ambulatoire. C'est pas très, très agréable pour eux. Donc ça, c'est encore un problème. Mais au point de vue des recommandations, il n'y a pas de distance en Suède ou aux États-Unis. Ils repartent en avion à des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont à l'hôtel à côté, aux États-Unis. Ah non, il n'y a que la Mayo Clinique. Le reste, non. C'est pas, dans l'AFCA, il y avait des anesthésistes qui avaient travaillé 15 ans aux États-Unis en ambulatoire et ils nous ont certifié qu'à part la Mayo Clinique, c'est pas. Encore qu'il y a eu une histoire célèbre d'un chanteur très populaire qui avait pris l'avion après une chirurgie rapide, si je puis dire. Bon, dernière intervention, je vous en prie, mon cher collègue. Merci. Bien sûr, je voudrais féliciter avec émotion Bernard Cour parce que c'est un parcours dans une unité que j'ai créée il y a quelques années et j'en suis pas particulièrement fier de voir le succès. Le succès, on l'imaginait, il va bien au-delà maintenant avec, ça va être le sens de ma question, comment voir avec les pouvoirs publics et les financements du bloc opératoire, tant les négociations ont été difficiles au moment de la création pour savoir quel rendu on devait avoir de salle d'opération, etc. La répartition des anesthésistes d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça portait des étanches ou non? Enfin, voilà, les difficultés d'organisation maintenant à craindre, comment les voyez-vous, cher? Comment les vois-tu, cher Charles, au succès tout le succès de la chirurgie mini-invasive endoscopique que tu as mis en œuvre et qu'on avait initié au niveau notamment des cervicotomies pour le parathyroïde et le thyroïde. Les problèmes d'organisation, oui. Avec le cas. Le problème, ce que je disais, c'est que c'est absolument pas valorisé, quoi. Toute la prise en charge, si on veut une infirmière de coordination du cas, il n'y a pas d'argent derrière, il n'y a pas de fonds. Le kiné, il n'y a pas de fonds derrière. Et donc toute cette prise en charge, c'est le principe du RAC aussi. Il faut des organisations, et ça, c'est absolument pas valorisé. Alors que nos établissements gagnent beaucoup d'argent en faisant cette chirurgie en ambulatoire. Donc le différentiel, ils en perdent moins. C'est vrai, ils en perdent moins. Mais voilà, il faut essayer de négocier des reports de financement pour pouvoir mettre en place ces organisations, sans lesquelles c'est un échec, l'ambulatoire. Ça ne repose que sur l'organisation. Merci. Dernière intervention courte. Jacques Caton. Moi, je suis un peu étonné par certaines affirmations. Peut-on faire de la chirurgie ambulatoire sans mettre le médecin traitant dans le circuit, dans la décision préopératoire et dans le suivi post-opératoire? Moi, ça me semble aller vers beaucoup de problèmes. Je pense que si on met le médecin traitant dans le circuit, avant et après, on aura beaucoup moins de difficultés. Peut-être. Ils ne sont pas demandeurs, hein. Loin de là. Alors, ils ne sont pas demandeurs, mais ils sont très sollicités par les administrations et par les ARS pour, dans le parcours de soins. Enfin, c'est un autre registre. Ouais. Oui, tout à fait. Bien. Merci, Charles. Bravo.